Bonjour, je vous propose d'explorer la deuxième carte mentale du chapitre sur la physiologie respiratoire qui porte sur la ventilation pulmonaire. Voici la carte mentale en question. Alors comme je viens de le dire, nous allons nous intéresser à la ventilation, mais avant cela, nous allons définir clairement la notion de respiration. C'est ce qui va nous permettre finalement d'en venir à la notion de ventilation pulmonaire. Donc la respiration, le mot respiration désigne en fait plusieurs choses. En fait, quand on utilise le mot respiration, ça peut désigner la ventilation pulmonaire. Alors qu'est-ce que c'est que la ventilation pulmonaire ? Eh bien, ça correspond au mouvement respiratoire, c'est-à-dire au mouvement d'inspiration et d'expiration. C'est ce qui va nous intéresser là dans la suite de l'étude de cette branche. Et on verra que la ventilation pulmonaire, elle va être influencée par des variations de pression, par la tension superficielle, la compliance pulmonaire ou encore la résistance pulmonaire. Je reviens sur cette définition de la respiration. Donc le mot respiration peut désigner la ventilation pulmonaire. Ça va aussi pouvoir désigner ce qu'on appelle plus précisément la respiration externe ou respiration pulmonaire. En fait, il s'agit là de ce qu'on appelle les échanges gazeux qui vont prendre place entre l'air situé dans les alvéoles pulmonaires et le sang qui se trouve dans les capillaires alvéolaires. À côté de la respiration externe ou pulmonaire, on a une autre respiration qui correspond à des échanges gazeux. Il s'agit de la respiration interne ou respiration tissulaire qui correspond plus spécifiquement à des échanges gazeux qui vont prendre place entre le sang, donc les gaz qui sont présents dans le sang des capillaires tissulaires et les différents tissus du corps. La respiration donc externe ou pulmonaire, c'est la respiration qui va permettre les échanges gazeux donc entre l'air alvéolaire et le sang. En gros, c'est ce qui va permettre au sang d'évacuer le CO2 pour récupérer du dioxygène. La respiration interne ou tissulaire, ce sont les échanges gazeux qui se font entre le sang et les tissus. C'est ce qui va permettre aux tissus de récupérer du dioxygène en le puisant dans le sang et c'est ce qui permet aux tissus d'évacuer le CO2 en le plaçant dans le sang. D'autre part, la respiration, ça désigne aussi la respiration cellulaire. La respiration cellulaire, c'est comment en fait les cellules vont utiliser le dioxygène. Donc ça correspond à l'ensemble des réactions biochimiques, des réactions métaboliques qui vont utiliser le dioxygène. La ventilation va être modulée, influencée par différents paramètres. On va commencer par la notion de variation de pression. Et pour cela, il va falloir présenter une loi qui s'appelle la loi de Boole-Mariotte, qui nous permet de voir un petit peu comment la pression évolue en fonction des variations de volume. On va imaginer un récipient qui est fermé par un piston, par exemple une seringue, donc sans aiguille, et on bouche l'extrémité de la seringue. Il y a une certaine quantité d'air dans la seringue, on appuie, donc on bouche l'extrémité de la seringue et on va appuyer sur le piston de la seringue. Le fait d'appuyer sur le piston de la seringue va faire que le volume à l'intérieur de la seringue va diminuer. Qu'est-ce qui se passe quand le volume diminue ? Bien, la pression va augmenter. Et il se trouve que quand le volume diminue, la pression augmente proportionnellement. Si le volume diminue de moitié, la pression augmente de moitié. Inversement, si au lieu d'appuyer sur le piston, on tire sur le piston, à ce moment-là, le volume à l'intérieur de la seringue sera plus important et dans ce cas-là, la pression va diminuer. Si le volume augmente donc de moitié, la pression va diminuer proportionnellement, c'est-à-dire qu'elle va diminuer de moitié. Alors comment l'air circule, comment il entre et sort des poumons ? Eh bien, ça va dépendre justement des variations de pression. En gros, l'air entre dans les poumons quand la pression à l'intérieur des poumons devient inférieure à la pression atmosphérique. Puisque effectivement, un gaz va toujours se déplacer du milieu où sa pression est la plus importante vers le milieu où la pression est la moins importante. Donc là, la pression étant moins importante au niveau atmosphérique par rapport au niveau des poumons, l'air va entrer dans les poumons. On peut dire que l'air il est aspiré dans les poumons. Inversement, l'air va sortir des poumons quand la pression dans les poumons devient supérieure à la pression atmosphérique. À ce moment-là, l'air va être expulsé des poumons. Qu'est-ce qui fait que les pressions vont varier ? C'est lié au fait que justement les volumes
pulmonaires vont varier, le volume des poumons va varier. Au cours de l'inspiration, on va le voir plus en détail, hein, le volume des poumons va augmenter, si bien que la pression dans les poumons va devenir moindre par rapport à la pression atmosphérique. L'air va donc être aspiré dans les poumons et c'est l'inverse qui se passe lors de l'expiration. Donc c'est ce qu'on va étudier à présent. On va se pencher davantage sur les mouvements d'inspiration et d'expiration. Alors l'inspiration, c'est un mouvement en fait qui est classiquement vu comme actif puisqu'il va y avoir contraction de muscles qu'on appelle les muscles de l'inspiration. Le principal muscle de l'inspiration, c'est le diaphragme, qui est un muscle en cloche qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdominopelvienne. Autres muscles de l'inspiration, ce sont essentiellement aussi les intercostaux internes. Il y a d'autres muscles qu'on qualifie de muscles accessoires, c'est-à-dire que ce sont des muscles qui, en général, ne sont pas actifs sur une respiration de repos, mais qui vont l'être, par exemple, si une activité physique s'observe. Ces muscles accessoires sont les sternocléidomastoïdiens, les scalènes et les petits pectoraux. Qu'est-ce qui se passe au cours de l'inspiration ? Au cours de l'inspiration, eh bien, un muscle, essentiellement donc le diaphragme, va se contracter. Le diaphragme s'abaisse et va contribuer à augmenter le volume de la cage thoracique. Puisque le volume de la cage thoracique augmente, eh bien, les poumons suivant le mouvement de la cage thoracique, le volume des poumons va lui aussi augmenter. Comme le volume des poumons augmente, eh bien, la pression dans les poumons va changer. La pression dans les poumons va devenir en fait inférieure à la pression atmosphérique, si bien que l'air va être aspiré dans les poumons. Alors si on regarde un peu les variations de pression sur une respiration de repos, on a une différence de pression entre l'air à l'intérieur des poumons et celui dans l'atmosphère qui est de 1 à 3 mm de mercure. Ça va faire circuler un demi-litre d'air, 500 ml d'air. Sur une respiration active, où il y a des contractions plus importantes des muscles, on peut aller jusqu'à des différences de pression de 100 mm de mercure, ce qui va faire circuler 2 à 3 litres d'air. Que se passe-t-il au cours de l'expiration ? Une expiration, c'est essentiellement passif, en tout cas pour une expiration de repos, parce qu'une expiration, c'est simplement un relâchement des muscles de l'inspiration. Les muscles s'étaient contractés à l'inspiration, là ils se relâchent à l'expiration. Ça veut dire que le diaphragme qui s'était abaissé, il se relâche. Les viscères sur lesquels le diaphragme est appuyé, les viscères vont avoir tendance à reprendre leur place, faire remonter le diaphragme et le volume du coup des poumons va diminuer. On va reprendre ça après. Je voulais quand même évoquer l'existence de muscles dits de muscles de l'expiration qui vont entrer en jeu quand l'expiration devient active, qui sont les intercostaux internes essentiellement et les abdominaux. Donc, qu'est-ce qui se passe quand les muscles de l'inspiration se relâchent ? Eh bien, le volume de la cage thoracique diminue. En fait, les poumons vont avoir tendance à remonter vers le haut. Leur volume diminue puisqu'ils suivent cette cage thoracique. Ça veut dire que si le volume des poumons diminue, la pression dans les poumons devient plus importante par rapport à la pression atmosphérique. Donc, l'air va avoir tendance à quitter les poumons. L'air va être expulsé des poumons. On va aborder maintenant un autre paramètre qui va aussi influencer la ventilation pulmonaire. Ce paramètre, c'est la tension superficielle. Qu'est-ce que c'est que la tension superficielle ? Alors, il faut se pencher au niveau des alvéoles et on constate que si on regarde l'alvéole, eh bien, il y a un liquide qui est présent au niveau des alvéoles, qu'on appelle le liquide alvéolaire, qui est essentiellement constitué par de l'eau. Les molécules d'eau, il se trouve que ce sont des molécules dites polaires. Polaires puisqu'elles ont des pôles, en gros elles vont avoir un pôle plus et un pôle moins. Et il se trouve que la présence de ces pôles au niveau des molécules d'eau va faire que les molécules d'eau vont avoir tendance à établir des liaisons entre elles, qui sont des liaisons hydrogènes. Ça veut dire qu'à la surface donc de ce liquide alvéolaire, eh bien, il va y avoir des liaisons hydrogènes, il va y en avoir plus que dans la profondeur du liquide, puisqu'en fait, à cet endroit-là, le liquide est à l'interface avec l'air, et donc les molécules d'eau vont établir davantage de liaisons entre elles pour ces molécules qui sont en surface, et ça forme ce qu'on appelle assez classiquement la peau de l'eau. En fait, il va y avoir à la surface de ce liquide alvéolaire une certaine tension. C'est donc une tension de surface, on parle de tension superficielle.
Il se trouve que la présence donc, de ce liquide alvéolaire qui présente une certaine tension superficielle va avoir tendance à tracter un peu les alvéoles, ça va avoir tendance à réduire le volume des alvéoles. Ça va aussi avoir tendance à impacter la capacité des alvéoles à changer de volume. Donc ça va diminuer leur distensibilité. Elles vont être moins extensibles en gros. Et ça va aussi avoir un impact sur le degré, on va dire, d'humidité des alvéoles, puisque lorsque la tension superficielle est importante, ça va avoir tendance à attirer des liquides qui sont présents dans les espaces interstitiels en direction des alvéoles et à mouiller davantage en fait les alvéoles. Alors, ce liquide alvéolaire, en fait, la présence en fait, de cette tension superficielle va devoir être régulée par les poumons. Et les poumons vont réguler effectivement cette tension superficielle en produisant une substance qu'on appelle un surfactant. Le surfactant va être produit par des cellules situées au niveau des alvéoles qui sont les pneumocytes 2. Et il se trouve que le surfactant, c'est une substance qui va pouvoir justement diminuer la tension superficielle. Si on reprend un petit peu les éléments, on a dit que la tension superficielle, elle tend à réduire le volume des alvéoles. Eh bien, la présence du surfactant va avoir tendance à diminuer cette tension superficielle, donc va avoir tendance à laisser les alvéoles conserver leur taille de départ. Elles vont moins avoir tendance à avoir leur volume qui diminue. Donc ça augmente la stabilité alvéolaire. D'autre part, on a dit que la tension superficielle a tendance à diminuer la distensibilité des alvéoles. Eh bien, le surfactant va avoir tendance à augmenter la distensibilité des alvéoles. En présence de surfactants, les alvéoles se laisseront plus volontiers étirer. Et d'autre part, on a dit que la tension superficielle a tendance à entraîner un déplacement de liquide depuis les espaces interstitiels vers les alvéoles. Eh bien, la présence du surfactant va diminuer cette attraction de liquide. C'est ce qui va faire en sorte que les alvéoles seront moins mouillées. En fait, ça va maintenir les alvéoles relativement sèches. Alors, ce surfactant, parfois, on peut en manquer, et quand il y a des troubles, en particulier donc un manque de surfactant, eh bien, on peut observer, par exemple, un syndrome de détresse respiratoire des nouveau-nés, une maladie des membranes hyalines, par exemple. Alors, autre paramètre qui va impacter la ventilation, c'est la compliance pulmonaire. La compliance pulmonaire, on va la définir de cette façon, c'est une définition un petit peu simplifiée. On va se dire que c'est la capacité d'une structure à être étirée. On va se dire, mais c'est une simplification, que la compliance pulmonaire correspond à l'extensibilité pulmonaire. Donc en gros, quand la compliance est grande, l'étirement des poumons sera facile. Quand elle est faible, l'étirement des poumons va être plus difficile. Il se trouve que cette compliance pulmonaire, elle va être régulée par plusieurs éléments, notamment cette tension superficielle et la présence du surfactant qui va réguler la tension superficielle. On a dit s'il y a peu de surfactant, finalement les alvéoles se laissent peu étirer et il y a une faible compliance pulmonaire. S'il y a la bonne quantité de surfactant, eh bien les alvéoles se laisseront suffisamment étirer et on aura une compliance pulmonaire correcte. Autre facteur qui va aussi impacter cette compliance pulmonaire, c'est l'élasticité des poumons, on va dire l'élasticité des tissus interstitiels des poumons, dans lesquels il y a tout un tas de fibres, notamment des fibres de collagène, des fibres d'élastine qui sont présentes, qui sont des fibres qui elles-mêmes ne présentent pas vraiment d'élasticité, n'ont pas vraiment une capacité à être étirées, mais ces fibres, la façon dont elles vont s'arranger les unes par rapport aux autres va faire que les tissus vont avoir une certaine capacité à être étirés. En fait, c'est le tricotage de ces fibres qui va faire qu'il va y avoir une certaine élasticité au niveau de ce tissu interstitiel. Donc j'ai utilisé ce mot tricotage parce qu'on peut faire le même parallèle avec un fil de laine qui est peu extensible, alors qu'une fois qu'on l'a tricoté, le tricotage va faire que le tricot en lui-même va présenter une certaine extensibilité. Dernier paramètre que l'on évoque, c'est la résistance pulmonaire.
qui va avoir un effet sur la ventilation. Et cette résistance pulmonaire, on va la définir ainsi. On parle de résistance. C'est la résistance à quoi? La résistance au déplacement de l'air, plus exactement la résistance à l'écoulement de l'air dans les différents tuyaux qui constituent le système respiratoire. Alors l'écoulement, en fait, on peut l'évaluer par l'équation suivante. L'écoulement va dépendre de la variation de pression, c'est ce qu'on a vu précédemment. On a vu qu'effectivement, c'est parce qu'il y a des variations de pression, des différences de pression entre l'air alvéolaire et l'air atmosphérique que l'air va circuler. Et cet écoulement, donc à la fois il dépend des variations de pression, il va aussi dépendre de la résistance qui se trouve donc au dénominateur de cette formule. Alors si on imagine qu'on a une variation de pression qui est donnée, eh bien la résistance étant un paramètre qui se trouve au dénominateur, si celle-ci augmente, l'écoulement va diminuer. Si la résistance diminue, l'écoulement augmente. Tout simplement, s'il y a plus de résistance, on a dit c'est la résistance à l'écoulement de l'air, si ça résiste plus, l'air s'écoule moins. S'il y a moins de résistance, eh bien l'air va s'écouler davantage. Alors, cette résistance pulmonaire, elle va dépendre notamment du diamètre des bronchioles. Et on peut se souvenir d'une formule qu'on avait appelée la formule de Poiseuil-Hagen, vue dans le chapitre sur le système cardio-respiratoire, qui nous permet de voir un petit peu comment différents paramètres vont intervenir. Là, je reprends un paramètre qui est le suivant, c'est que la résistance va en fait essentiellement dépendre du diamètre des bronchioles. Globalement, quand les bronches se dilatent, quand il y a une bronchodilatation, c'est-à-dire quand le diamètre augmente, finalement il y a plus de place. En gros, la résistance diminue, l'air va pouvoir circuler plus facilement. Inversement, s'il y a une diminution du diamètre, ce que l'on appelle une bronchoconstriction, à ce moment-là, il y a moins de place pour que l'air circule et donc il y a plus de résistance à l'écoulement de l'air, la résistance augmente. Alors, cette résistance pulmonaire, elle varie selon différents paramètres. Déjà mécaniquement, effectivement, on constate qu'au cours de l'inspiration et de l'expiration, il y a des variations du diamètre des bronchioles qui s'observent. En fait, à l'inspiration, on a dit qu'à l'inspiration, le volume des poumons augmente. Il se trouve que le volume et le diamètre, plus spécifiquement des bronchioles, a tendance un petit peu à augmenter. Les bronchioles vont s'élargir, ce qui fait que dans ce cas-là, la résistance diminue. À l'expiration, c'est l'inverse. Le volume des poumons diminue, le diamètre des bronchioles a tendance à diminuer lui aussi, donc la résistance est plus importante à ce moment-là. Cette résistance pulmonaire, elle va aussi être sous la dépendance de signaux nerveux qui proviennent essentiellement du système nerveux autonome, orthosympathique et parasympathique. Globalement, l'orthosympathique va avoir tendance à entraîner une bronchodilatation, donc à faire diminuer la résistance, tandis que le parasympathique va entraîner une bronchoconstriction, c'est-à-dire qu'il va entraîner une augmentation de la résistance. Et puis bien sûr, les affections peuvent faire varier cette résistance pulmonaire. S'il y a par exemple du mucus qui est présent en quantité trop importante, le mucus va avoir tendance à se déposer dans les bronches, donc à prendre de la place. C'est comme si le diamètre diminuait. C'est pour ça que j'ai mis ici deux signes voulant dire un peu parallèles, analogues à une diminution du diamètre, parce que le mucus va avoir tendance à obstruer ces bronchioles. Ça veut dire que la plupart du temps, ce qu'on observe donc, c'est une augmentation de la résistance quand il y a des affections qui ont ce type d'effet. Alors, concernant cette ventilation, on peut terminer en soulignant le fait qu'il y a différents mouvements ventilatoires qui existent. Déjà, je voulais vous donner les termes qu'on emploie pour dire que la respiration est normale ou anormale, on va dire sur un plan statistique. Quand la respiration est normale, on dit que la respiration est une eupnée. Quand elle est anormale, on parle de dyspnée. La respiration, une respiration normale, globalement, c'est une respiration dans laquelle l'inspiration va durer un tiers d'un cycle respiratoire et l'expiration, les 2/3 de la durée du cycle. Et donc, habituellement, quand on est sur une respiration de repos, c'est essentiellement le diaphragme qui agit, les muscles accessoires, a priori, n'agissent pas, et on observe seulement des mouvements en fait du ventre qui vont se faire. Il n'y a pas de mouvement de la cage thoracique. Donc ce type de respiration, on la qualifie de diaphragmatique, d'abdominale, de respiration profonde. Il y a différents qualificatifs qui s'observent. Et sur une respiration calme, de repos,
on est censé avoir que ce type de respiration, avoir juste le ventre qui bouge, enfin la ceinture abdominale qui bouge, mais pas de mouvement au niveau thoracique. Il se peut néanmoins qu'il y ait des mouvements de la cage thoracique. On dira que la respiration est costale, thoracique, de poitrine, superficielle. Parfois aussi on parle de respiration haute. Alors on restera sur une respiration dite normale, mais c'est vrai que c'est moins souhaitable d'avoir des mouvements de la cage thoracique lors d'une respiration calme de repos, parce qu'effectivement les muscles accessoires qui s'insèrent essentiellement donc sur le haut de la cage thoracique normalement n'ont pas à être sollicités. Et puis on peut terminer en disant que la respiration va parfois présenter des variations importantes. Ça, c'est le cas quand il y a une toux ou un éternuement, donc quand il y a des nettoyages un petit peu des voies respiratoires qui s'opèrent. C'est le cas lors de la vocalisation, c'est le cas quand il y a un soupir, quand il y a un bâillement, un hoquet, des émotions, des pleurs, des rires et ainsi de suite. Nous avons donc terminé les commentaires concernant cette deuxième branche de cette carte sur la physiologie respiratoire.